Chers participantes, bienvenue à cette séance du Symposium international des études cinématographiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Perrine Boutan, maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle. Elle est spécialiste de la didactique du cinéma et de la médiation des images. Elle partagera avec nous une réflexion approfondie sur l'éducation au cinéma en France, son histoire, ses modèles actuels et les défis à venir, de la philosophie de l'enseignement du cinéma aux enjeux de la réception, en passant par le rôle démocratique de la médiation. Je cède à présent la parole à Tunç Yıldırım, maître de conférence à l'Université de Düzce, qui assurera la modération de cette rencontre. Değerli katılımcılar, Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu'nun bugünkü oturumuna hoş geldiniz. Bugün Fransa'da sinema eğitiminin tarihsel gelişimi, mevcut modelleri ve geleceğe dönük perspektifleri üzerine çok değerli bir konuşmayı dinleyeceğiz. Konuşmacımız Sorbonne Nouvelle Üniversitesi'nden Perrine Boutan. Kendisi sinema eğitimi ve görsel işitsel didaktik alanında uzun yıllardır önemli çalışmalar yürüten bir akademisyen. Kendisi sinema pedagojisinin felsefesinden öğretmenlerin karşılaştığı güncel zorluklara, izleyici alışkanlıklarındaki dönüşümlerden demokratik diyalog ve aracılık kavramına kadar pek çok boyutu bizimle paylaşacak. Bu oturumun moderasyonunu birlikte yürüteceğimiz Doçent Doktor Tunç Yıldırım'a şimdi sözü bırakıyoruz. D'accord. Alors, je te laisse la parole et je me mets à t'écouter. D'accord? Merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette invitation. Merci Tunç pour la modération. Merci Serhat pour l'invitation. Je suis très honorée d'être là. Je vais me permettre de partager un PowerPoint pour que ce soit plus facile à suivre parce que j'imagine que je suis très honorée que vous parliez ma langue et je voulais partager le PowerPoint et je vais essayer de partager que le PowerPoint, ce sera plus simple. Afficher toutes les fenêtres. Excusez-moi, ça prend une minute, mais Non, c'est pas de problème. Nous patientons, il n'y a pas de problème. Voilà, non, c'est mieux que ce soit que. Là, vous le voyez en grand? Oui. Maintenant, oui. Maintenant, oui. D'accord. Moi, je me vois plus, je vous vois plus, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème. Comme ça, je vous entendrai. Voilà. Je vais essayer de pas être trop longue. Tu m'avais dit, Serhat, entre 30 et 40 minutes, mais je vais essayer plutôt de faire 30. 20 minutes, ça dépend comme vous voulez. D'accord. En tout cas, je vais essayer d'être pas trop longue, mais j'ai prévu un PowerPoint un peu long. Mais bon, cool, je vais essayer voilà, de faire. Mais j'ai beaucoup de choses à dire parce que je vais me présenter. Je suis donc spécialiste de ces questions d'éducation au cinéma en France. Une des spécialistes, une des chercheuses en France qui travaille là-dessus. J'ai fait ma thèse sur ce sujet de 2004 à 2010, donc ça commence à dater maintenant. Je travaille sur ces questions depuis les années 2000. Et vous allez voir dans cette histoire que je vais vous raconter pourquoi. Pourquoi 2000, c'est important, c'est une date importante en France. Donc voilà, je vais remonter très loin dans l'histoire des politiques culturelles françaises pour vous expliquer d'où viennent les dispositifs qui existent en France. C'est parce qu'il y a une histoire politique culturelle, des politiques culturelles très spécifiques à la France qui ont fait qu'il s'est passé des choses en France assez développées concernant l'éducation au cinéma, entre autres. Alors, vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire de la France. Vous connaissez, en tout cas, sans doute, la seule date qu'on connaisse, sans doute, quand on est étranger, c'est la date de la Révolution française, 1789. Et c'est là que démarrent beaucoup de choses en France. C'est pendant les 10 ans de la décennie révolutionnaire, depuis la Révolution française jusqu'en 1799. Évidemment, là, le cinéma n'existe pas, mais c'est là que les choses commencent c'est grâce à cette période-là que les choses vont se faire, parce que on a dès cette période l'idée que l'État doit encourager, c'est ce que j'ai écrit là, c'est Adam Smith, c'est un économiste qui a écrit ça. C'est pas, voilà, vous connaissez sans doute, mais c'est quelqu'un qui
et vraiment dans l'esprit de révolutionnaire de l'époque, c'est encourager, laisser jouir d'une parfaite liberté tous ceux qui, dans leur intérêt, voudraient essayer de s'amuser et de divertir le peuple, sans scandale et sans indécence, bien sûr. Il y a toujours la question de la censure qui est toujours présente, par des peintures, de la poésie, de la musique et de la danse. Il n'y a pas encore le cinéma, évidemment, mais il parle des spectacles et de représentations dramatiques. Donc, on est vraiment dans l'idée d'encourager. Et ça, c'est quelque chose qui va être très fort dès la Révolution, l'idée d'encourager le peuple à s'approcher des objets culturels et faire en sorte que, par exemple, le château, le Louvre, qui était le château des rois, et ils sont ensuite partis à Versailles pendant la Révolution, mais ça restait un monument des rois, est devenu un musée à la Révolution. Le musée du Louvre, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être visité, est un musée depuis la Révolution. Donc c'est cette idée que on va donner accès à la culture au peuple pour qu'ils puissent avoir une culture partagée, qu'on puisse avoir des cultures communes. Pendant la Révolution, plutôt que de tout faire brûler, ils vont garder, même s'ils sont très contre l'Église, ils décident de garder les églises, etc. Parce que c'est des beaux bâtiments, parce que ça vaut le coup en termes d'architecture. C'est des bâtiments qui ont un intérêt, disent-ils. Donc, il y a aussi des articles de loi, et ça, c'est toujours intéressant de comprendre comment la loi va encourager l'éducation artistique. Là, par exemple, c'est l'idée qu'il y a des auteurs. Et dès la Révolution, vous voyez, c'est un décret qui date de 1793, on pense que ce sont les auteurs qui doivent être protégés. Donc, c'est comme ça qu'est né peut-être en France le cinéma d'auteur. L'idée que le cinéma est fait par une personne qui va penser un film, alors qu'un film, c'est profondément collectif. Mais voilà. Et donc là, ce décret qui date de la Révolution entraîne un peu cette pensée-là en France. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant toute leur vie entière du droit exclusif de vendre, de faire vendre et de distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie. Donc voilà, on prend le parti des auteurs. Ensuite, là je vais très vite, pendant 100 ans, de 1815 à 1935, donc, il y a beaucoup de régimes qui se succèdent. Il y a à nouveau un régime monarchique avec un empereur. Napoléon III. Exactement, bravo. Autrement dit, petit Napoléon, selon, n'est-ce pas, Victor Hugo. C'est ça, bravo. Donc, voilà, il y a plein de régimes qui vont se succéder, une république, une restauration avec le régime de Napoléon III, etc. Mais il y a toujours une continuité dans la politique culturelle. L'État, dans cette idée, va conserver, l'État est conservateur. Par exemple, il y a un décret qui date de 1887, donc, qui dit, attendez, excusez-moi, voilà, les immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt. Donc, l'idée que l'intérêt et d'un point de vue artistique, seront classés en totalité ou en partie par les soins du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Et déjà, c'est intéressant parce que, on voit que le ministère, c'est à la fois le ministère de l'Éducation nationale, on l'appelle comme ça aujourd'hui, et des Beaux-Arts. Et ça va ensemble. Donc, l'éducation au cinéma, elle est liée au fait qu'elle est très développée parce que il y avait déjà cette idée de ministère qui s'intéresse à la fois à l'éducation et à la fois à l'art. C'est plus le cas aujourd'hui en France. Il y a un ministère de l'Éducation nationale et un ministère de la Culture qui sont séparés, mais parfois ils font des choses ensemble. Donc ensuite, on a l'État autoritaire et protecteur des arts et des lettres aussi.
qui a un État qui se concerne, mais aussi qui est autoritaire, et enfin un État qui régule, c'est-à-dire qui va permettre de faire des régulations, et on le voit juste après ouais, ça vient après, pendant la Révolution nationale, la création du COIC, le Comité d'organisation des industries cinématographiques, c'est le CNC d'aujourd'hui, le Centre national du cinéma. C'est un lieu très important en France qui va réguler, il y a des règles, il y a un système d'avance sur recette, par exemple, où quand on paye son ticket de cinéma en France, il y a 3 € qui reviennent au CNC. Par exemple, imaginons que c'est 10 € le ticket de cinéma. Quand on va au cinéma, il y a 3 € qui vont revenir au CNC, ce comité qui a été créé en 1940 et qui va permettre de prendre de l'argent et de le redistribuer pour défendre des cinémas différents, pour défendre des salles de cinéma qui font un travail de médiation, d'éducation. C'est tout ce qu'on appelle le système de régulation en France qui est très développé parce que ça a été d'abord pensé comme une industrie. Donc, c'était des économistes qui ont pensé le système de régulation du cinéma en France. Et ça a sauvé le cinéma français après la Seconde Guerre mondiale en 1945, puisque grâce à cet argent, ils ont pu faire vivre le cinéma, alors que les pays voisins, tous leurs studios de cinéma étaient bombardés, et puis ils n'avaient plus d'argent. Il n'y a pas eu de cinéma pendant longtemps, de création de cinéma. Je reviens un tout petit peu en arrière parce que c'est une période que j'aime beaucoup, qui est très importante en France, qui a entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, alors que dans les pays voisins, il y a le fascisme qui naît partout, en Italie, en Allemagne, en Espagne aussi, ouais. En France, il y a une espèce de regain de socialisme et de volonté de faire autre chose, et pour ne pas refaire la guerre, parce qu'il y a déjà eu la Première Guerre mondiale qui était horrible. Et c'est Jean Zay qui est ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, et c'est Léo Lagrange qui est secrétaire d'État au sport et aux loisirs, qui vont faire beaucoup sur l'éducation, ce qu'on appelle le mouvement d'éducation populaire qui était déjà très développé en France et qui va vraiment se développer pendant cette période, et qui va permettre de faire toute une pensée de l'éducation au cinéma, pas seulement envers les enfants, mais envers tout le monde. L'éducation populaire, c'est l'idée que on s'intéresse à l'homme dans son ensemble, de zéro à ce qu'il meurt, et on le prend dans son contexte et on s'intéresse à lui, et on va lui apporter ce dont il a besoin. Et donc, c'est né à cette période-là, pendant le Front populaire. Et c'est très important, il s'est passé plein de choses. Jean Zay, c'est lui qui a créé le Festival de Cannes, par exemple. Voilà. Pour faire vivre le cinéma dans son éclat, etc. Bon, ensuite, il y a eu la 4e République, c'est moins important. Et quelqu'un de très important qui a… Pardon ? Les années Malraux. Voilà, Malraux, André Malraux, c'est le premier ministre de la culture. Avant, donc, c'était le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, c'était mélangé. Et Malraux, il va créer, dans cette nouvelle République, qui est encore celle qu'on connaît aujourd'hui, il va créer le ministère de la Culture, et il va faire en sorte que la culture soit très importante en France. C'est quelqu'un de très prestigieux, Malraux, c'est à la fois un artiste, un juriste. Il a fait des études d'avocat. Enfin, il est très, très, voilà, il a une forme de parole très forte. Mais du coup, il va construire son ministère, il va en faire quelque chose de très, très important, mais en se détachant de l'éducation nationale. Et c'est ce que j'ai mis comme citation de lui. Donc, il dit « Où est la frontière ? L'éducation nationale enseigne ce que nous,
avons à faire, ce n'est pas c'est de le rendre présent. Donc, pour simplifier, il appartient à l'université, donc à l'éducation nationale, de faire connaître Racine, l'auteur de théâtre, mais il appartient seulement à ceux qui jouent ces pièces, de le faire aimer. Notre travail, c'est de faire aimer les génies de l'humanité, et notamment ceux de la France, et c'est ne pas de les faire connaître. Voilà, donc cette idée de se séparer de l'éducation. Donc, c'est pour ça que ce que j'ai mis après, c'est que le cinéma est maintenu dans le périscolaire, l'éducation populaire, donc la médiation cinématographique comme vecteur d'idéologie. On va s'intéresser à l'homme dans son ensemble, dans l'éducation populaire, mais surtout pour faire que le cinéma soit un moyen d'illustrer des choses de l'éducation, comment dire, pardon. Quand je dis vecteur d'idéologie, c'est montrer le film, montrer tel film pour dire que tel courant politique c'est pas bien. Montrer un film pour sensibiliser à l'écologie, par exemple. On va dire que voilà, on va montrer des films de Miyazaki, le cinéaste japonais, et on va dire regardez, ce que fait l'homme, c'est mal, à cause de l'homme, la nature est détruite. Donc, on se sert des films pour éduquer à des choses morales et civiques. C'est essentiellement ce qu'on fait à ce moment-là. Mais parallèlement, il y a aussi les ciné-clubs qui se développent beaucoup en France. Et donc, on attribue une valeur artistique au cinéma, et c'est des ciné-clubs qui souvent font en sorte de montrer des films d'auteur. Et là, on n'est pas du tout dans l'éducation populaire. Donc, il y a deux courants un petit peu, mais toujours en dehors de l'école. Juste pour vous donner une idée de comment il pense son ministère, André Malraux. Donc, il dit, juste pour l'article 1er, c'est intéressant une fois de plus de s'intéresser aux lois. Il dit le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français. Donc, il y a cette idée de démocratisation de la culture. On va démocratiser, on va rendre accessible, accessible au plus grand nombre, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine et de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Donc ça, c'est son idée à lui. C'est de donner la culture avec un grand C. Et ensuite, il va y avoir un monsieur qui s'appelle Jack Lang, dont je parle là. On va arriver à lui directement parce que c'est vraiment la personne la plus intéressante pour comprendre le retournement qu'il va faire en 82, donc 30 ans plus tard. C'est tout l'inverse qui est dit. Le ministère chargé de la culture a pour mission de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer. Donc là, on est dans un mouvement complètement inverse. C'est pas on vous donne la culture, c'est vous qui allez créer la culture. C'est vous, le peuple, qui êtes la culture et qui avez en vous une capacité d'inventer et de créer, d'exprimer librement leur talent et de recevoir la formation artistique de leur choix, de préserver le patrimoine culturel national, régional ou des divers groupes sociaux. C'est la question de la diversité culturelle aussi qui est présente dans l'idée qu'il n'y a pas une seule culture qui est bonne, mais que toute culture est bonne et qu'il y a une diversité des cultures pour le profit commun de la collectivité tout entière. De favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit, ça c'est la même chose, et de leur donner le plus vaste audience, de contribuer au rayonnement de la culture et de l'art français dans le libre dialogue des cultures du monde. Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi dans ce qu'écrit Jack Lang, c'est cette idée qu'il y a un dialogue avec les autres cultures que seulement la culture française stricto sensu. Je continue, ça va? Oui, Donc, oui. donc très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations et analyses.
Ouais, c'est des choses que j'aime beaucoup comprendre parce que je trouve que c'est toujours important de comprendre l'histoire d'un pays dans ses politiques parce que ça dit beaucoup de choses de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour conclure sur cette histoire politique rapidement, que je vous ai dressée en quelques minutes, hein, donc ça va vite, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, André Malraux, en gros, c'est la culture pour tous. On va donner la culture avec un grand C, je pourrais même rajouter. Jacques Lang, il a l'idée de créer cette idée de la culture par tous. C'est tout le monde qui va créer la culture et c'est tout un chacun qui porte en lui des objets culturels. Et Frédéric Mitterrand, qui était un ministre qui était le neveu de François Mitterrand. François Mitterrand, c'était un président en France pendant 14 ans, très très longtemps. Socialiste, voilà. Exactement, le premier président socialiste, bravo. Donc son neveu a été ministre de la Culture et lui, il a voulu rajouter ça en 2010. Il n'était pas très connu, hein, mais voilà, je le mets parce qu'il était très cinéphile, ceci dit. Et il a dit la culture pour chacun, parce que la culture pour tous, c'est trop souvent la culture pour les mêmes, toujours les mêmes, parfois même pour quelques-uns seulement. Et que justement, la culture aujourd'hui, 50 ans après la création de ce ministère, doit savoir aller à la rencontre de chacun avec générosité, attention et sans entrave. Voilà, c'est très beau, c'est un discours de politique. Mais donc, la culture pour chacun, c'est vraiment cette idée que c'est très individuel. Et moi, ça me gêne un peu parce que la culture, c'est ce qu'on partage. Et l'idée d'en faire quelque chose d'individuel, c'est quand même dommage, je trouve. Mais bon, ça va un petit peu avec l'ère du temps où la société s'individualise beaucoup depuis quelques années. Donc, tout ça, toute cette histoire, en gros, que je vous ai dressée, qui a fait qu'on considère la culture et le cinéma, évidemment. André Malraux était un grand cinéphile. Hein, Exactement. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais comme tu le sais, il a écrit ce grand livre qui s'intitule Le musée imaginaire, dans lequel le 7e art, autrement dit le cinéma, a une place considérable. C'est vrai. Il a aussi écrit un bouquin, voilà, en fait, quelque chose de théorique aussi sur le cinéma. C'est vrai. Voilà. Ouais, bravo. Donc, je l'ai lu. Voilà, c'est un homme incroyable. Ah bah oui. Cinéphile et un connaisseur. Ah ouais, un grand connaisseur et des arts. Ah ouais, des arts en général, mais du cinéma en particulier. Voilà. Et effectivement, il a écrit, c'est lui qui a écrit par ailleurs, le cinéma est une industrie. Cette phrase qui a été reprise par Jean-Luc Godard, qui a été reprise par plein de cinéastes, parce que c'est cette idée que le cinéma, c'est toute sa complexité, c'est à la fois un art et une industrie. Et du coup, voilà, ça le met dans une position toujours un peu compliquée bref, mais c'est ce qui fait sa richesse aussi. Bref. Malraux était un romancier engagé, un homme de gauche et politiquement très lié au général de Gaulle. Il était aussi un poète, voilà. L'un des plus grands intellectuels du XXe siècle. C'est vrai. Mais malheureusement, il a perdu contre Henri Langlois. Oui. On connaît l'affaire Langlois, n'est-ce pas? Je vois que, ouais, effectivement. Mince, ça a enlevé mon... Attendez, je me suis trompée. Je remets le PowerPoint parce que c'est pour que vous puissiez suivre, c'est quand même plus simple. Partager cette fenêtre, yes. Voilà. Est-ce que tu peux détailler ta problématique, Perrine? Voilà, comment l'accompagnement vers le cinéma est-il devenu un enjeu politique, idéologique et une pratique pédagogique en France? C'est un peu ce que j'ai essayé de dire, mais en 10 minutes, donc, enfin 20 minutes, donc c'était un peu, voilà. Mais cette idée que le cinéma est devenu un lieu de cristallisation de beaucoup des enjeux. Tu as parlé de l'affaire Henri Langlois. C'est donc Henri Langlois, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est cette personne qui a créé la Cinémathèque en France, la Cinémathèque française. Il a aussi contribué à la fondation de la Cinémathèque turque. Ah ouais?
Oui, parce que Langlois est né à Simir. Il était né à Simir, voilà, à Ah oui, c'est Izmir. vrai, c'est Oui, vrai. en fait. C'est Ben, vrai, et il a vu la ville brûler, et on dit que c'est parce qu'il a vu cette ville brûler que ça l'a traumatisé et que il voulait tout conserver parce que oui, oui, tout à fait. voilà, il a beaucoup aidé au cinémathécaire turc pour la fondation d'une cinémathèque à Istanbul non, vers la moitié des années 60. Voilà. Ah, On d'accord. connaît, on aime beaucoup Henri Langlois en Turquie, hein. Ah bah nous aussi on l'aime beaucoup, hein, évidemment, hein. C'est très important. Enfin, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'esprit de Malraux, cette idée qu'il faut montrer les choses, il faut les donner à voir, peu importe comment, peu importe, les gens vont se faire eux-mêmes une idée de. Et donc il collectionnait des tas de choses. Il a sauvé le cinéma allemand qui était en train d'être brûlé par les nazis. Tout le cinéma surréaliste allemand, enfin bref, il a fait énormément pour le cinéma en France et ailleurs. Il a été, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Et donc l'affaire Henri Langlois, c'est un moment dans les années 60. Il est vieux, il a fait beaucoup, il a créé sa cinémathèque dans les années 30. Et en fait, il va être quelque part, enfin non, pas dans les années 30, je dis n'importe quoi. Je sais plus quand est-ce que non, c'est 33, c'est la Cinémathèque d'Allemagne, justement. Oui, 36, c'est votre cinémathèque. 36. 36, c'est ça. Oui, ben, Voilà. 36, les années du Front populaire, c'est ça. Voilà. Georges Franju, Jean Mitry et Henri Langlois, trois Exactement. cofondateurs de la Cinémathèque française. Exactement. Merci. Oh, bah, je t'en prie. Et, et, et en fait, il avait une gestion complètement chaotique de cette cinémathèque. Il faisait n'importe quoi, il dépensait son argent n'importe comment, alors que c'était de l'argent de l'État, puis c'était subventionné, etc. Donc, à un moment, l'État a dit, écoutez, monsieur Langlois, ça va pas, il faut que vous fassiez quelque chose, on va vous virer de la cinémathèque parce que vous dépensez l'argent sans, il faisait aucun compte, il tenait ça, voilà. Et donc, tout le milieu de la cinéphilie française s'est battu pour Henri Langlois en janvier 1968. Et on dit, en tout cas février, que c'est ça qui a initié le mouvement de mai 68, juste après en France, qui a initié tout le mouvement de révolte de la jeunesse contre Malraux, enfin pas Malraux, mais contre De Gaulle et tout ça, quoi. Enfin voilà. Donc effectivement, le cinéma est devenu un enjeu politique, idéologique, et une pratique pédagogique parce qu'on s'est très vite rendu compte, en France comme partout ailleurs dans le monde, que le cinéma, c'était un moyen de propagande très important et donc que c'était important d'en faire un objet pédagogique enfin, qui puisse effectivement donner enfin, sensibiliser les citoyens à des choses, aux valeurs que porte la République, mais aussi une pratique pédagogique et ça c'est un peu spécifique à la France, en tout cas dans ce que j'ai observé, une pratique qui permet de créer du collectif et sensibiliser à la création. Et ça, c'est plutôt Jacques Lang à qui on doit reconnaître ça, c'est cette idée que chaque élève à qui on fait faire des petits films, par exemple, a cette capacité de développer sa créativité grâce à ça et qu'il va apprendre à travailler avec d'autres aussi. Donc, c'est une pratique pédagogique aussi, non seulement pour se sensibiliser aux valeurs, mais aussi pour se sensibiliser à sa propre pratique créative potentielle, de développer ça. Voilà. Bon, mais justement, donc il y a différents dispositifs en France qui ont émergé de tout ça. Donc, les dispositifs scolaires qui sont très développés en France, on a beaucoup de chance, qui sont regroupés dans un terme qui s'appelle Ma classe au cinéma. En gros, c'est Ma classe va au cinéma. Les dispositifs en dehors du temps scolaire, et c'est essentiellement le dispositif passeur d'images qui fait ça, et les ateliers, les rencontres, les festivals et tout ce qui se fait en dehors du temps scolaire. Donc, les dispositifs scolaires, il y a maternelle au cinéma, école au cinéma pour chaque niveau scolaire. Maternelle, on a entre 2 et 5 ans. École, on a entre 6 et 10.
collège, on a entre 11 et 15, et lycéen, c'est entre 15 ans et 18 ans. C'est comme ça que c'est découpé en France. Et donc, dans chacun des niveaux scolaires, il y a des dispositifs pour emmener sa classe voir des films dans une salle de cinéma, ou s'il n'y a pas la possibilité d'aller dans une salle de cinéma, il y a aussi des circuits itinérants qui sont très développés en France. Je ne sais pas si c'est le cas en Turquie aussi, qui vont dans les petits villages pour projeter des films dans les salles des fêtes ou dans des petites salles comme ça. Et il y a la façon de mêler la pratique et la théorie, c'est les options cinéma en lycée. C'est le seul endroit où ça existe nationalement. C'est ces options. Donc maternelle au cinéma, c'est très récent, même s'il y a eu des initiatives dans plusieurs endroits depuis longtemps, mais ça a été créé en 2022. Donc j'ai mis que les chiffres ne sont pas encore disponibles parce que c'est émergent comme dispositif. Alors que collège au cinéma, c'est beaucoup plus vieux, ça a été créé en 89, donc il y a 40 ans bientôt. C'est ça, hein, ouais. Enfin, pas tout à fait, 35 ans. 94 pour école et cinéma, donc c'est voilà. C'est pas évidemment pas tous les élèves participent, hein, c'est 15%. J'ai mis des chiffres en moyenne, hein, 15% des écoliers, 15% des collégiens. Tous ne sont pas inscrits, mais ça fait beaucoup d'entrées, ça fait beaucoup de, vous voyez, ça fait plus de 2 millions d'entrées rien qu'école et cinéma. Donc c'est aussi une manne financière et un moyen pour les salles de cinéma de faire vivre des petites salles. Et de leur permettre d'avoir le label, des labels jeunes publics, par exemple, pour avoir de l'argent et voilà, montrer qu'ils font des choses. C'est coordonné par l'archipel des Lucioles maintenant, les 2 dispositifs, de même que maternelle au cinéma. Et lycéens et apprentis au cinéma, puisque c'est régional, en France, les lycées sont coordonnés par les régions. C'est pas l'archipel des Lucioles, c'est le CNC directement et les régions entre elles qui coordonnent les dispositifs. Et ça concerne un peu moins de lycéens que de collégiens et d'écoliers. Et ensuite, il y a les options cinéma, mais qui sont malheureusement assez peu. Il y a que 125 établissements, c'est pas beaucoup, 125 lycées. Vous voyez, à mon avis, j'ai pas mis combien de lycées ça faisait, mais c'est à peine 10%, 5%, je sais pas combien, mais c'est pas beaucoup. Voilà. Donc, qui ont la chance d'avoir des spécialités cinéma où ils vont voir des films et ils font de la pratique, ils font des films. Ils sont suivis par des professionnels. 45 heures d'intervention de professionnels en première et en terminale, en seconde, pour les options. Pour la spécialité, c'est 70 heures, vous voyez, ou 90 heures en terminale, c'est énorme. Donc, il y a des professionnels qui viennent et qui sont payés pour former des lycéens à faire des films. En plus d'un prof qui leur donne la théorie. Donc, ils ont théorie et pratique dans ces options cinéma. Ensuite, il y a des dispositifs qui existent en dehors du temps scolaire, qui sont toujours été assurés par Passeurs d'images, l'archipel des Lucioles, qui est maintenant l'association nationale. Et donc voilà, qui existe depuis les années 90, dans l'idée de faire des choses pour les enfants qui sont éloignés de la culture, éloignés géographiquement, parce qu'ils sont dans les zones rurales, à la campagne, mais aussi éloignés parce qu'ils sont défavorisés, ils n'ont pas des parents qui peuvent les emmener au cinéma, ils n'ont pas des parents qui peuvent, voilà, ou alors ils sont en situation de handicap, ou alors ils sont aussi ce qu'on appelle en France sous protection judiciaire. C'est des jeunes qui sont sous main de justice parce qu'ils ont fait des bêtises. Donc tous ces enfants-là, toutes ces personnes-là vont être plus ou moins bien prises en charge par des dispositifs d'éducation au cinéma dans les régions en fonction de la dynamique des régions. C'est très divers ce qui se passe. Je vous ai mis quelques exemples. Il y a des séances en plein air, ça existe partout.
C'est très courant. Mais ensuite, il y a des choses, voilà, dessiner la vie, il y a un lien, je vous enverrai le PowerPoint si vous voulez, je vous ai mis des liens. Donc, c'est une opération destinée à sensibiliser à l'image les jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, c'est les enfants qui sont comme en prison, mais pas en prison parce qu'ils sont trop jeunes. Les parcours de cinéma en festival pour que des enfants éloignés de la culture puissent aller dans des festivals et ils sont pris en charge et ça marche bien. Dans des festivals très divers où on leur explique tous les métiers du cinéma, ils rencontrent des professionnels, ils voient des films, etc. Ensuite, voilà, il y a dans les hôpitaux, pour le 3e âge, pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap. Dans des lieux spécialisés pour les personnes qui sont autistes ou dans des classes spéciales, il y a des ateliers, etc. Ensuite, bon, là, je vous ai mis en vrac plein de choses qui existent en France. Les cinémathèques, on en parlait, la cinémathèque française, mais aussi il y a des petites cinémathèques dans beaucoup de villes, pas dans toutes malheureusement, qui existent depuis longtemps souvent et qui font plein de choses en termes d'éducation au cinéma. Il y a les pôles régionaux d'éducation à l'image. C'est des pôles qui ont été créés pour décentraliser la culture, pour pas que tout se passe à Paris. Et donc, ça existe depuis 1999. Il y a également les festivals. Je vous ai parlé, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a plein de festivals en France. Il y en a aussi beaucoup en Turquie, je le sais. Voilà, tous ces festivals, il y en a un nombre incalculable, c'est impressionnant. Tous ces festivals contribuent au dynamisme de l'éducation au cinéma, évidemment. Et puis les associations qui font plein de choses en France, dans des salles de cinéma, dans des structures comme des maisons de jeunes et de la culture, MJC. EPN, ça veut dire espace public numérique. C'est des petits lieux comme ça, dans des petites villes où il y a des choses qui se passent, des ateliers cinéma avec juste une personne un peu motivée, etc. Enfin, dans des médiathèques, dans des bibliothèques, etc. Dans plein de choses. Ça dépend des initiatives locales. C'est difficile de répertorier tout ce qui se fait. Voilà. Est-ce que j'ai le temps? Non, hein, j'ai beaucoup parlé déjà. Je voulais juste dire que voilà, l'importance de l'action culturelle, juste pour conclure, elle est liée au fait qu'il y a donc en 2000, quand moi j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, à l'éducation au cinéma, pardon, c'était parce qu'il y avait le plan de Jacques Lang et de Catherine Tasca qui ont mis en œuvre une énorme machine pour développer l'éducation au cinéma en France. Ils ont mis beaucoup d'argent. Voilà, c'était cette idée que le cinéma allait être, ils le disent à la fin, c'est ce que j'ai mis, le cinéma est placé au carrefour de tous les autres arts, théâtre, musique, danse, peinture, mais il est également vecteur de savoir dans la plupart des domaines enseignés à l'école. Documentaire ou fiction, le cinéma fait partie du capital culturel indispensable à une éducation ouverte sur le monde actuel. Par lui, l'enfant consolide sa propre langue et conquiert le langage des signes non-verbaux, décisif pour développer son imaginaire et son esprit critique face aux images contemporaines. Voilà, dès 2000, c'est pensé ça. Et ils ont mis beaucoup d'argent. Ils ont mis Alain Bergala qui a été à la mission cinéma, qui a développé beaucoup de choses, des DVD pédagogiques et toute une émulation autour de ça, qui a fait que ça a permis de consolider les dispositifs existants et de développer encore les choses. Et il y a eu d'autres choses, l'importance de l'action culturelle. Il y a eu une charte pour l'éducation cinéma artistique et culturelle en général, en 2016, qui développe encore ça. Et là, en septembre 2025, il y a eu un rapport d'Édouard Geffray, qui est l'actuel ministre de l'Éducation nationale, pour offrir une éducation au cinéma et à l'image de qualité. Et l'idée de faire découvrir et de continuer à développer tout ce qui existe en France. Voilà. Donc ça, c'est chouette, parce qu'il y a une politique culturelle volontaire toujours en France, et ça, c'est très important. Après, le problème, c'est est-ce que ça suit au niveau des moyens financiers? Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
en France en ce moment à cause d'une volonté gouvernementale, d'une rigueur budgétaire qu'ils veulent avoir. Il y a peu d'argent qui est donné à tout ça. C'est le problème. Il y a les belles paroles, c'est le magnifique rapport d'Édouard Geffray, vous pouvez le trouver sur Internet. Il dit que c'est génial, qu'il faut faire, voilà. Mais malheureusement, il ne se passe rien en termes voilà. Il veut faire tout ça, sécuriser financièrement les coordinations, sécuriser le financement de la billetterie, etc. Mais finalement, il n'y a rien qui se fait. Voilà. Voilà, c'est un peu pessimiste comme conclusion, mais Merci pour votre information, pour classification historiquement et les actuellement. Tunç, est-ce que as-tu commentaire pour Perry? Non, je peux seulement poser quelques questions après cet exposé remarquable. Merci infiniment. Merci. Merci d'être avec nous et d'avoir porté ta contribution à notre symposium. Alors, j'ai une petite question à propos des années 80. D'accord. Tu sais, en fait, la France, le ministère de la Culture, a créé Fonds Sud, le fameux Fonds Sud. Le Fonds Sud. Le Fonds Sud. Home Studio. Oui. Le Fonds Sud, c'est-à-dire, c'est un moyen de soutenir le cinéma d'auteur en dehors de la France. C'est vrai. C'est quelque chose d'inouï et d'incroyable. Ouais, c'est génial. Grâce à ce Fonds Sud, les chefs-d'œuvre du cinéma, des cinémas orientaux, asiatiques, latins, etc., ont vu le jour. Par exemple, les films de Kiarostami, les films de Wong Kar-wai, je ne sais pas, les films de Hu Hsiao-hsien. Je ne sais pas comment la France a eu cette idée, voilà, en voulant soutenir et voilà, en fait, les cinémas d'auteur à l'extérieur, à l'étranger. Ouais. Et moi, c'est grâce à ça que je suis tombée amoureuse de cinéma. J'ai vu à 9 ans Où est la maison de mon ami d'Abbas Kiarostami. Voilà. Et j'ai été complètement subjuguée par ce film. Je l'ai vu au cinéma et sans toute cette politique culturelle, il ne serait jamais passé au cinéma. Ouais. Et par hasard, vraiment par hasard, avec une copine, on se disait tiens, le titre a l'air marrant, c'est un enfant, allez, on va le voir. Et j'ai été bouleversée par le film, vraiment. Je me suis complètement sentie en empathie avec ce petit garçon. Parce que ma copine avec qui c'était la même situation, alors que bon, on n'était pas à la campagne, mais c'était pareil, quoi. Et du coup, c'est grâce à ça que moi je suis là aussi, hein. Enfin, effectivement. Je ne saurais pas trop l'expliquer pourquoi il y a cette. Enfin, c'est ce que j'essaye d'expliquer par cette histoire, mais c'est vrai que c'est vraiment très important comme geste et très. Ouais. Exceptionnel dans le monde. Voilà. Ouais. Et en plus, en fait, une autre question peut-être, les festivals et les films à la française. Par exemple, Festival des Trois Continents existe en Nantes depuis la fin des années 70. Exactement. Parce que ce festival se spécialise voilà, en fait, sur les cinémas non occidentaux, sur les cinémas lointains, exotiques, d'accord? Et voilà, grâce à ce festival que les grands auteurs et les grands films du cinéma mondial, voilà, sont connus tant en France qu'en Europe, voilà. Et à partir des années 80 et 90, parce que ces grands auteurs puis sont invités par les grands festivals comme Cannes, Berlin et Nice. Voilà. Donc, ce festival a aussi, je pense que, un aspect pédagogique pour l'écriture, la réécriture de l'histoire du cinéma mondial. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Donc voilà, c'est aussi quelque chose d'inouï et d'exceptionnel dans le monde. Oui, et puis surtout, ils arrivaient à faire venir les cinéastes. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent, même à Paris 3, dans notre université, qui disent
j'ai rencontré Oussa Ossienne au Festival des Trois Continents et grâce à ça, je suis devenue amoureux du cinéma asiatique en général et je veux Taïwanais en travailler là-dessus. particulier. Et, enfin, c'est vrai que c'est incroyable. Moi, j'ai malheureusement jamais eu la chance d'y aller à ce festival-là, mais j'en entends parler depuis toujours. Enfin, ouais. Je viens pas du tout de cette région, donc je connais mal tous les festivals. Et pourtant, il y a plein de choses qui se passent dans cette région, mais ouais. Ah ouais, en fait, ce sont des, voilà, parce que les conséquences de votre politique culturelle, voilà, de la politique culturelle française, voilà, Mais oui, oui, oui. dans le domaine du cinéma. Donc, merci beaucoup, encore une fois. Et voilà, c'est la fin de mes questions. Voilà. Merci. Merci pour votre question et, voilà, et commentaires de Perry. Nos étudiants ont des questions, quelques questions, j'ai déjà partagé avec vous, Oui. Perry. Et quel film turc vous semble particulièrement intéressant d'un point de vue pédagogique et si vous suivez le cinéma turc? Ce serait intéressant pour nous. Voilà, c'est première question nos étudiants. Si c'est possible de partager votre commentaire sur cette question. Alors, moi, le cinéma turc, je l'ai rencontré assez tardivement parce que malheureusement, je sais pas pourquoi, mais j'ai été complètement, mais vraiment, je sais pas, ça m'a bouleversée, les films notamment de Ceylan, de Nuri Bilge. Nuri Bilge Ceylan. Ah ouais, je crois que le premier film que j'ai vu de lui, c'était Les Climats, donc ça, c'est assez récent, hein, c'est un film qui date de 2005. 2005, c'est ça? Ouais, donc j'étais déjà cinéphile, mais après, je l'ai suivi, lui, mais vraiment, j'étais complètement fan de son cinéma. C'est pour ça que la dernière fois, quand on s'est vu, Serhat, et tu m'as dit, est-ce qu'il y a des films turcs qui sont bien pour pédagogiquement? Je me suis dit, ben non, parce que pour moi, le cinéma turc, c'est du cinéma d'auteur. Bon. Très, très beau, très fort, très puissant. Et bon, après, je connais moins bien le cinéma populaire turc et je sais qu'il est très développé, mais je le connais pas. Je suis désolée. C'est vrai que ça m'intéresse moins, donc voilà, forcément, je m'intéresse moins au cinéma populaire en général. J'ai beaucoup aussi aimé. J'avais vu le film de Akin, Crossing Istanbul. Oui, Fatih Akin. Oui. Non, Fatih Akin, j'ai vu Oui. Fatih Akin, bien sûr. Bah oui, Head On, etc. Oui, Oui, donc. François Mire, voilà, d'accord. bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai. Est-ce que je l'ai vu avant je sais pas. Non, Head On, il est plus récent. Non, qui date du début des années 2000. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord. Si je Alors, ne me trompe pas. Voilà. Si. mais j'ai préféré Ceylan. L'univers de Ceylan est pour moi plus. Enfin voilà, c'est plus dans ce que j'aime. Mais c'est personnel. Hein. En fait, Fatih Akın est un cinéaste allemand d'origine turque. Voilà, en fait. C'est ça, c'est ça. Alors que Ceylan, il est vraiment turc. Il vit en Turquie. C'est ça. Ouais. Ceylan reste toujours en Turquie et continue à faire ses films en Turquie. Et ses films sont largement distribués en France. Voilà. Oui. Parce qu'il contribue tout d'abord au Festival de Cannes, à la sélection officielle, et depuis Uzak, depuis lointain. Et avant, il participait au Festival de Berlin et avec Nuages de mai, parce que Ah oui. Nuages de mai était son premier succès critique et commercial en France. Mais ce film avait été présenté au Festival de Berlin. D'accord? Voilà. Donc, voilà, Ceylan a même réussi à obtenir une Pandore. Mais peut-être, tu avais vu les films de Yılmaz Güney, les films politiques de Yılmaz Güney? La permission, Yol, par exemple. Une apparition. Oui, parce que la permission avait partagé la Pandore avec le film de Costa Gavras. Avec, Oui, bien voilà, sûr. voilà. Donc, Yılmaz Güney et Nuri Bilge Ceylan sont deux cinéastes qui sont largement connus en France. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je suis bête. Oui, mais j'avais pas pensé à lui, c'est vrai. Oui, bien sûr.
en fait. Je me rends pas compte. Enfin, c'est vrai que je suis mauvaise cinéphile pour ça. J'aime. Ceylan, c'est fait partie des rares cinéastes que j'ai suivis, mais il y en a très peu que je suis comme ça, de façon, comme on dit, cinéphile à la classique. Je m'intéresse pas trop comment dire, à leur nationalité, ni à ce qu'ils ont. C'est juste des films qui m'intéressent et du coup, enfin, bref. Bon, et c'est vrai que pour une prof de cinéma, je vois pas beaucoup de films récents parce que je prends pas le temps. Et je vois beaucoup de vieux films aussi. Donc, tu es comme nous alors, comme d'habitude. Hein. On a plus de temps pour voir les films. Voilà, donc Perrine, sera deux questions. Je voudrais vous mélanger deux à deux. Si c'est possible de nous partager vos réponses. Et quels films récents du cinéma mondial ont retenu votre attention et comment percevez-vous l'état actuel du cinéma à l'ère de l'intelligence artificielle? Pouvez-vous mélanger deux questions et pouvez-vous résumer votre réponse? D'accord. Oui, je voulais juste revenir sur un film turc il me semble, qui est turc. J'ai pensé hier soir. J'ai pensé à Mustang. C'est bien un film turc. Oui, Mustang. Oui. C'est une réalisatrice. Deniz Gamze Ergüven. Voilà. C'est ça. Et ce film, il est dans le dispositif lycéen et apprenti au cinéma, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un film très fort qui a beaucoup plu quand il est passé. Je ne sais pas s'il est encore, mais il a été longtemps au dispositif. Bravo. C'est des catalogues qui changent, donc je crois qu'il n'y est plus, mais je ne suis pas sûre. Voilà, il y a des films turcs qui sont présentés dans un cadre d'éducation au cinéma. Donc, est-ce qu'ils sont intéressants d'un point de vue pédagogique? Il y avait cette question-là que tu m'as pas dit, Serhat. Celui-là, oui. Puis moi, je trouve que même les climats ou des films qui m'ont beaucoup marqué, qui sont turcs, je trouve qu'ils sont intéressants. Mais tout film, pour moi, est intéressant d'un point de vue pédagogique. Là, c'est ma déformation professionnelle. Après, les films récents que j'ai vu les deux films qui ont eu la Palme d'Or et l'autre qui a eu. J'ai vu Un simple accident de Jafar Panahi. Le dernier film, voilà, ayant obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Voilà. Ouais, et que j'ai vraiment adoré, vraiment. Et j'ai vu Sirat, un film qui est un film d'un cinéaste espagnol pas très connu qui a eu aussi un grand prix. Et celui-là, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas compris du tout pourquoi il avait eu un prix. Je trouve que c'est un film. Il se passe. Enfin, bon, ça m'a pas du tout intéressé. J'ai trouvé que c'était un film apolitique, mais enfin voilà, qui ne dit pas grand-chose. Je crois que c'est son but, mais je me suis pas du tout. Bon, j'ai pas beaucoup aimé, quoi. Voilà. Donc, mais en revanche, Un simple accident, j'ai aimé, même si c'est un peu lourd. Sur la question de la politique, mais je trouve que c'est important en fait d'appuyer ces choses-là et le fait de manière. Moi, j'adore Panahi en général. Enfin, voilà. Bah, depuis les années 90. Ah il est génial. Depuis le miroir. Et puis voilà, ne serait-ce que pour tout ce qu'il a fait, tout son parcours, la prison, tout ça. Enfin, c'est important de le soutenir et c'est important. Et ce qu'il dit est fort, quoi. Enfin, moi, je trouve, quoi, par rapport à l'autre qui dit rien. Enfin, bref. Voilà. C'était un point de vue personnel, hein, mais voilà. Bah, oui, mais les cinéastes iraniens en fait, de cette génération sont à la fois poétiques et politiques. C'est ça. Ils sont magnifiques. Très forts. Voilà. Ouais, exactement. Mais Ceylan, moi, je trouve qu'il est aussi politique, hein, malgré. On dit qu'il est poétique avant tout, mais je trouve qu'il y a quelque chose du politique aussi. Bref. Mais bon, ça, c'est une autre question. Comment percevez-vous l'état actuel du cinéma à l'ère des intelligences artificielles? Alors, moi, vraiment, je suis désolée, Serhat, mais l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, je sais, qui est très important, qui est en train de révolutionner les images, la vie, la pensée, mais qui, pour le moment, je suis très technophobe. Je n'aime pas les objets technologiques. C'est cool. Et je n'arrive pas à percevoir et j'ai peur, en fait. Donc, je ne veux pas. J'espère que l'intelligence artificielle va mourir d'elle-même. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de ces. Mais après, c'est important parce que ça va effectivement
beaucoup changé les choses. Ça change déjà beaucoup de choses. Il y a eu des grèves des scénaristes aux États-Unis liées à ça. Enfin bon, on sait que ça va faire révolutionner nos façons. Même, j'arrive pas à je suis pas assez informée aussi. Hein. Et je comprends pas bien assez, je pense. Mais Voilà. c'est pourtant important parce que c'est sur l'éducation à l'image, ça va très vite arriver. Hein. Donc, ouais. Vous avez, c'est quoi votre point de vue? Est-ce que je peux vous retourner la question, Serhat ou Tounk? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle et quelle va être Mais c'est le sujet à nouveau. Nous sommes en train de réfléchir sur ce sujet, mais il n'y a pas de choses concrètes. Nous essayons de découvrir ces capacités en transformation de l'image, des scénarios, peut-être unification des idées, mais c'est très dangereux pour la diversité, je pense. Comment on peut conserver la diversité de l'image, de pensée, mais c'est très important, je pense. Je me suis rendu compte après coup, j'avais mal employé un terme. J'aurais dû parler non pas d'unification, mais d'uniformisation. La mondialisation exerce un effet uniformisant, bien que nombreux films soient produits. Beaucoup d'entre eux tendent à ressembler, surtout avec les généralisations des plateformes. D'autre part, les réseaux sociaux et les technologies de communication mondiale imposent aussi leurs propres styles, ce qui conduit souvent dans une standardisation des formes et des expressions. Si nous parvenons à préserver nos émotions et notre authenticité et percevoir la diversité culturelle comme une richesse, alors les technologies peuvent réellement nous rendre plus mûrs. Mais dans un monde où les émotions et la pensée humaine ne seraient plus au centre, la technologie pourrait au contraire nous conduire à une certaine forme de catastrophe, je pense. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, Tunç, à l'ère L'ère de l'artificiel, oui. de l'intelligence artificielle. Moi, je suis dans l'impossibilité de réfléchir aux arts sans prendre en compte la contribution humaine. Alors, s'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'art, de mon point de vue. Voilà. Oui, c'est humanisation, déhumanisation, peut-être. Ben voilà, en fait, mais je ne sais pas, peut-être on peut profiter de l'intelligence artificielle pour pouvoir élargir les limites de la pédagogie dans le domaine du cinéma, de la pédagogie cinématographique. Ben, je ne veux pas voir des robots qui font du cinéma ou qui font du théâtre. Ça ne m'intéresse pas. Personnellement, je veux voir et je dois voir la contribution humaine dans n'importe quel domaine des beaux-arts. Voilà, en fait. On est d'accord. Ben, peu importe que ce soit la peinture, la musique, je ne sais pas, l'architecture, le cinéma, le théâtre, la littérature, et la bande dessinée. Voilà, par exemple, la bande dessinée est très forte en France. Voilà. Et voilà. Et en Europe aussi, voilà, ce sont des domaines humains. Voilà. Bien sûr. Dans un instant, nous allons terminer et s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons commencer à d'autres sessions à 3h30. Voilà. Nous allons terminer. Voilà, Tunç. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? En fait, je suis ravi d'avoir connu Perrine Boutin. Voilà. Moi aussi, vraiment. Merci beaucoup encore pour cette invitation. Nous voudrions prochaine, je sais pas. de l'inviter au Festival international des films court-métrage dans notre université dans l'année suivante, dans les mois de mai. Et si c'est possible, on peut faire concrètement pratiquement d'ateliers pédagogiques pour les enseignants francophones qui habitent en Turquie ou en Istanbul, dans les villes proches, à notre université, si c'est possible. Je serais ravie, vraiment ravie de pouvoir échanger avec des enseignants. Voilà.
Ah ouais, vraiment, ce serait super. Périm, parce qu'en Turquie, et depuis l'ère ottomane, il y a des écoles franco-turques. D'accord? C'était depuis la fin du 19e siècle, où le cinéma est utilisé comme un outil pédagogique. Par exemple, moi, j'ai fait mes études secondaires au lycée français Saint-Michel d'Istanbul, où j'ai passé un examen, d'accord, sur un film de Jean-Jacques Hano. Non, Ouais, ben, exact, c'était l'adaptation d'Umberto Eco. Donc, excellent. ouais, c'était, voilà, c'est Le nom de la rose. Voilà. La tension idéologique entre les franciscains et les bénédictins. Voilà. C'était la question. Donc, dans les écoles franco-turques, le cinéma est toujours utilisé comme un outil pédagogique. Excellent. Voilà. Excellent. Voilà. Bah, génial. Voilà, merci à tous pour votre participation et contribution à notre conférence. Nous voudrions de se voir à nouveau. Merci beaucoup. Merci, Péline, pour vos partages. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation encore une fois. Vraiment, je suis contente. J'aime bien. Nous sommes Ça très contents. m'intéresse d'échanger. Et j'espère qu'on se verra en vrai et à Istanbul ou à Paris, vous êtes les bienvenus. D'accord. Merci, merci beaucoup.